Bonjour à toutes et à tous pour ce cours qui va porter sur le rôle de l'immunité dans les pathologies athérothrombotiques. Depuis maintenant plus de 2 décennies, le rôle du système immunitaire et son rôle modulateur dans les pathologies artérielles et notamment athérothrombotiques n'a fait que grandir. L'objectif de ce cours est de vous donner les bases de connaissances et les éléments de réflexion pour comprendre comment et pourquoi le système immunitaire est impliqué dans ces lésions vasculaires. Le parti pris est de focaliser ce cours sur les réponses immunitaires locales. Nous ne traiterons pas des réponses immunitaires qui prennent lieu à distance, même si des études récentes montrent que les réponses immunitaires dans la rate et ou dans la moelle osseuse peuvent jouer un rôle extrêmement important. Ce cours est articulé en 2 grands volets. Dans le premier volet, nous allons voir ensemble les grandes fonctions et l'architecture globale du système immunitaire et son organisation en un bras inné et un bras adaptatif. La seconde partie de ce cours portera vraiment sur les systèmes de détection et d'immunosurveillance associés étroitement au vaisseau. Alors, à quoi sert le système immunitaire ? Il s'agit d'un système en fait, qui a été sélectionné au cours de l'évolution pour garantir l'homéostasie et l'intégrité des organismes pluricellulaires. Il a évolué principalement pour combattre les pathogènes, les parasites, les virus, les bactéries, les champignons. Et il a également évolué pour se débarrasser et clarifier de soies modifiées provenant de cellules tumorales ou de cellules mortes, de tissus lésés, agressés ou dysfonctionnels. De quoi est composé ce système immunitaire ? En premier lieu, il est composé de cellules d'origine hématopoïétique spécialisées. Elles sont listées ici. On parle des lymphocytes, des cellules de la lignée myéloïde, les monocytes macrophages, les cellules dendritiques, les polynucléaires, les mastocytes, les cellules NK et les plaquettes. Mais il est également composé de cellules stromales non hématopoïétiques. Ici, je suis en train de vous parler des cellules du parenchyme, des cellules des épithéliums et bien sûr des cellules vasculaires. Il est également composé d'effecteurs moléculaires, ils peuvent être solubles ou membranaires et de nature biochimique extrêmement variée, des amines, des protéines, des lipides, etc. Et enfin, il est composé de systèmes de détection et de réponse à des signaux de danger qui sont répartis sur les cellules qui forment les parenchymes tissulaires et sur les cellules sentinelles du système immunitaire qui résident ou qui patrouillent dans tous les organes. On distingue 2 bras armés dans le système immunitaire. L'un est dit inné, il figure ici en rouge, et l'autre est dit adaptatif, en vert, et il est composé, ce système adaptatif, principalement par les lymphocytes T et B et les anticorps. Alors si cette distinction est pratique en termes pédagogiques, elle n'est pas aussi marquée pour nos défenses, et les 2 systèmes interagissent en réalité en permanence, comme nous le verrons un peu plus loin. Les situations au cours desquelles la réponse inflammatoire va être déclenchée sont caractérisées par une élévation des signaux de danger. Ils peuvent provenir d'une infection, d'un tissu agressé ou qui est en stress ou qui dysfonctionne. Ces signaux de danger sont des inducteurs de l'inflammation. Il s'agit de molécules qui proviennent soit des pathogènes eux-mêmes, soit des tissus en souffrance. La nature de ces signaux de danger est extraordinairement variée, comme on peut l'imaginer. Il peut s'agir par exemple des lipopolysaccharides, les LPS de la paroi bactérienne. Il peut s'agir de l'ARN double brin qui est caractéristique de certains virus. Il peut s'agir de sucres peu représentés sur les cellules eucaryotes, mais fortement exprimés par les pathogènes. Il peut s'agir de l'ATP extracellulaire. L'ATP n'a rien à faire dans le secteur extracellulaire, donc ça peut constituer un signal de danger. Les protéines nucléaires, par exemple l'HMGB1, qui est la High Mobility Group Box 1 protéine, une protéine constitutive de la chromatine. Il peut s'agir de protéines ou de lipides du soi ayant subi des modifications, par exemple des modifications oxydatives. Il peut également s'agir de formes moléculaires agrégées ou cristallisées, par exemple les cristaux d'urée dans la goutte ou les cristaux de cholestérol dans les pathologies athérothrombotiques.
ou encore de produits dérivés de réactions protéolytiques comme ceux libérés lors de la fibrinolyse ou de la dégradation de la matrice extracellulaire. On dit que ces signaux disposent de DAMPS, pour Danger Associated Molecular Patterns, c'est-à-dire ces molécules, tous ces éléments-là disposent de motifs moléculaires associés au danger. Et ces signaux de danger sont des inducteurs de l'inflammation, car des détecteurs de ces DAMPS, de ces DAMP, sont présents sur et dans les cellules du parenchyme de nos tissus et dans et sur les cellules vasculaires et les cellules sentinelles du système immunitaire qui y résident et qui patrouillent, comme je l'ai dit, dans l'ensemble de notre organisme. Ces détecteurs sont aussi variés que les signaux de danger qu'ils sont capables de détecter. Ce sont par exemple les TLR pour Toll-like receptor, qui reconnaissent vraiment très nombreux ligands, par exemple le LPS, c'est le TLR4 qui le reconnaît. Et ces détecteurs peuvent être également des lectines de type C qui vont reconnaître les sucres. Ou encore les inflammasomes, qui sont des complexes multimoléculaires intracellulaires qui reconnaissent des DAMP non pas à l'extérieur de nos cellules, mais à l'intérieur de nos cellules, et bien d'autres encore. Ces cellules qui disposent de ces systèmes de détection, quand elles vont détecter un signal de danger, elles vont y réagir de façon extrêmement violente en produisant des médiateurs de l'inflammation. Les médiateurs de l'inflammation, là encore, sont variés. Il peut s'agir d'amines et de peptides vasoactives, par exemple l'histamine, la substance P. Ces médiateurs peuvent être de nature lipidique, les eicosanoïdes et les platelet associated factors, PAF. Elles peuvent libérer ces cellules lorsqu'elles détectent du danger des cytokines. Les cytokines prototypiques sont mentionnées ici, c'est l'IL1β, l'IL6 ou le TNF-alpha. Elles peuvent libérer des chémokines comme l'IL8 et CCL2 qui respectivement vont attirer neutrophiles et monocytes. Le système du complément fait partie des médiateurs de l'inflammation et enfin, ces cellules, selon leur nature, peuvent libérer des enzymes protéolytiques très puissantes, comme l'élastase, les catepsines ou les MMP, dont certaines peuvent dégrader la matrice extracellulaire. Donc des enzymes qui ont un fort potentiel destructeur. L'ensemble de ces médiateurs va entraîner plusieurs conséquences. D'une part, une vasodilatation des vaisseaux au niveau du site de détection de ces DAMPS, de ces signaux de danger, une augmentation de la perméabilité vasculaire au niveau du lit capillaire, une expression accrue de protéines d'adhérence à la surface des cellules endothéliales sanguines et une chémoattraction en gradient qui va attirer les leucocytes. Tous ces effets sont responsables des signes cardinaux de l'inflammation: rougeur, chaleur, œdème, douleur. Et ensemble, ces mécanismes permettent de recruter efficacement de nouveaux effecteurs cellulaires et aussi moléculaires d'origine plasmatique depuis la circulation sanguine vers les tissus, avec pour objectif final la neutralisation et l'élimination de la source des inducteurs de l'inflammation. Ces acteurs moléculaires et cellulaires, qu'ils soient d'origine du système immunitaire résident de patrouille, les premières cellules recrutées ou les systèmes moléculaires de détection, sont tous présents avant que les signaux de danger ne soient libérés. Il s'agit d'un arsenal de réponse immédiate, préexistant, qui réagit donc à des motifs moléculaires type. Tout ceci repose sur le bras du système immunitaire que l'on qualifie d'inné. Dans le règne animal, de nombreux organismes se contentent de ces réponses immunitaires pour assurer leur défense. C'est en fait le cas jusqu'aux poissons cartilagineux, à partir duquel s'est développé l'autre bras du système immunitaire, le système immunitaire adaptatif. Le système adaptatif présente plusieurs éléments distinctifs par rapport au système inné. Tout d'abord, les réponses sont plus lentes à se mettre en place et à devenir efficaces pour éradiquer l'agent agresseur. En effet, alors que le système inné se met en place dès les premières minutes et devient efficace dès les premières heures suite à l'agression, la réponse adaptative, elle,
va mettre plusieurs jours avant d'être capable de lutter contre l'agent agresseur. De plus, et c'est lié au premier élément distinctif, le système adaptatif est caractérisé par l'utilisation de structures moléculaires portées par les lymphocytes T et les lymphocytes B. Ces structures ont la capacité d'évoluer, de s'adapter au cours de la réponse immunitaire. Alors que les structures moléculaires qui équipent les cellules du système inné sont relativement immuables et reconnaissent certes un nombre important mais restreint de motifs moléculaires, les molécules du système adaptatif, elles, vont être capables de reconnaître et d'optimiser leur reconnaissance de tout type de structure. Ce dont il est question ici, ce sont les molécules de reconnaissance portées par les lymphocytes B, le BCR, B-cell receptor, et les anticorps, et d'une part, pour les lymphocytes B, et le TCR, le T-cell receptor, pour les lymphocytes T, d'autre part. Enfin, le dernier élément distinctif des réponses innées adaptatives est la mémoire. Lorsque le système inné a réagi et que la réponse inflammatoire est terminée, il ne garde aucune mémoire de cet épisode. Ceci est sans doute une simplification parce que des études récentes tentent à montrer que des modifications de type épigénétique surviennent dans les cellules myéloïdes de sorte que leur activation suivante sera d'ampleur différente. Mais il s'agit d'une mémoire à courte durée de vie, la durée de vie des cellules myéloïdes qui ont été impliquées dans la primo-réponse. Au contraire, le système adaptatif, lui, est profondément modifié et garde une mémoire de ses implications passées et possiblement pendant longtemps, parfois pendant plusieurs décennies. Ceci permet au système immunitaire de réagir de façon beaucoup plus rapide et avec plus d'efficacité à une même agression qui se reproduirait. En effet, la phase initiale durant laquelle il avait optimisé sa reconnaissance des antigènes n'a pas à être réalisée de nouveau. De plus, les cellules naïves qui avaient été mobilisées pendant la primo-réponse avaient dû passer de nombreux contrôles qui sont autant de garde-fous qui garantissent que des cellules autoréactives qui reconnaissent le soin natif ne soient pas activées. Les cellules mémoire n'ont plus à passer ces contrôles et vont donc déclencher une réponse secondaire très rapide. On peut noter que les deux bras du système immunitaire interagissent beaucoup plus qu'on ne l'avait envisagé lorsque la distinction a été proposée. Le bras inné est en fait totalement indispensable au bras adaptatif. On peut, pour illustrer cela, parler par exemple du fait que l'on sait aujourd'hui qu'une cellule clé du système inné est absolument indispensable pour déclencher les réponses adaptatives. Il s'agit de la cellule dendritique. A l'inverse, les anticorps, ces molécules qui sont produites par les réponses B adaptatives, vont pouvoir jouer un rôle sur la biologie des cellules et des systèmes moléculaires du système inné. Par exemple, ce sont ces anticorps qui vont déclencher l'activation de la voie classique du complément. Ils vont pouvoir agir, ces anticorps, sur les cellules qui disposent de récepteurs aux anticorps. On peut parler des macrophages ou des polynucléaires neutrophiles, ici par exemple. Alors pourquoi le système immunitaire est-il impliqué dans les pathologies athérothrombotiques ? Les vaisseaux, comme tous les tissus de l'organisme, peuvent subir des altérations qui sont liées à l'âge, qui sont liées à des agressions physiques, peuvent être traumatiques, d'origine hémoréologique, par exemple l'hypertension, des agressions métaboliques, le diabète, l'hypercholestérolémie, ou des composés plasmatiques toxiques qui se retrouvent dans le plasma, par exemple qui sont issus de la fumée de cigarette ou de toxines alimentaires. Des agressions également infectieuses qui sont dues à des micro-organismes qui peuvent avoir un tropisme direct pour les vaisseaux ou qui utilisent les cellules du système immunitaire comme chevaux de Troie, cellules immunitaires donc infectées qui seraient recrutées dans les vaisseaux suite aux précédentes agressions dont je viens de parler. Et toutes ces agressions vont permettre la production locale, le relargage local de molécules disposant de motifs moléculaires associés au danger, ces fameux DAMP. Et comme tout tissu lésé, la libération de DAMPS dans les vaisseaux altérés alerte le système immuno-inflammatoire. En effet, les vaisseaux disposent de systèmes de surveillance qui sont étagés à plusieurs endroits dans le vaisseau. Tout d'abord, il y a les cellules constitutrices du vaisseau, au premier rang desquelles on va trouver la cellule endothéliale. Alors, la cellule endothéliale est sans doute l'une des cellules qui perçoit le danger dans les stades les plus précoces. Il faut cependant distinguer le rôle des cellules endothéliales qui se trouvent sur le versant artériel du rôle joué par celles qui tapissent les vaisseaux nourriciers périvasculaires. En effet,
La cellule artérielle est idéalement placée, située, pour percevoir les agressions concentrées sur le versant luminal. Elle va y répondre en augmentant son expression de molécules d'adhérence. Elle va produire des cytokines et des chimiokines et des facteurs de croissance. On a attribué à ce changement de phénotype de la cellule endothéliale de nouvelles compétences, l'acquisition de nouvelles compétences, notamment celle de pouvoir attirer et recruter des leucocytes depuis la circulation sanguine artérielle jusque dans le vaisseau. Ceci a donné naissance à un paradigme actuellement dominant, repris dans toutes les revues ces dernières années, sur la réponse inflammatoire dans la maladie athérothrombotique. Ici, vous en avez quelques illustrations où on voit un endothélium artériel qui est activé, qui exprime des molécules d'adhérence, qui produit des chimiokines qui attirent et qui permettent à des leucocytes de faire du rolling et d'être recrutés au niveau des vaisseaux. Vous voyez que ce type de schéma est repris dans toutes ces revues. La capacité de ces cellules endothéliales artérielles, de par leur expression de molécules d'adhérence et leur production de chémokines, à pouvoir recruter des cellules immunitaires dans la pathologie artérielle, a toutefois été sans doute très surestimée. Car recruter des effecteurs immunitaires dans un régime artériel est extrêmement difficile, voire impossible. Ouvrons une petite parenthèse, très importante selon moi, pour illustrer ce point. Dans les 2 diapositives qui suivent, j'ai repris les résultats d'une étude qui a été menée par Jean-Philippe Désy de l'unité INSERM U1148 à Bichat. Il s'agit d'une expérience d'ischémie-reperfusion cérébrale réalisée chez le rat. Un monofilament, illustré ici en bleu, est introduit dans la carotide externe et elle est logée dans l'artère cérébrale moyenne afin de provoquer une occlusion qui stoppe le flux artériel dans le territoire cérébral en aval. On administre au rat, pendant la phase d'ischémie, de la rhodamine par injection intraveineuse afin de marquer toutes les cellules qui ont des mitochondries. Pour faire simple, cela permet de marquer tous les leucocytes et les plaquettes. Et ceci va nous permettre d'analyser les cellules adhérentes in vivo. Alors, cette observation va être rendue possible grâce à une craniotomie qui était réalisée ici, qui permet de visualiser des vaisseaux superficiels qui se trouvent dans le territoire ischémié. Et l'observation, elle est faite grâce à un macroscope à fluorescence. Nous savons, durant la phase d'ischémie, que le réseau vasculaire est en souffrance et que les cellules endothéliales, par conséquent, s'activent violemment. Elles expriment des chimiokines, elles libèrent des cytokines et elles exposent à leur surface des protéines d'adhérence. On peut donc s'attendre à un fort recrutement leucocytaire dans ce contexte, dans ce territoire vasculaire que l'on va observer. Voyons ce qu'il en est réellement. Sur cette vidéo, on regarde la situation après 30 minutes de stase artérielle. Les points brillants correspondent principalement à des leucocytes et ici on pointe le réseau artériolaire. Le reste correspond au réseau vénulaire. Comparativement à l'adhérence extrêmement importante qui a lieu sur le réseau vénulaire, très peu de leucocytes adhèrent sur l'endothélium artériel, alors même que nous sommes en régime de stase. Mais regardons ce qui se passe lorsque l'occlusion est levée. À partir du moment où je vais lancer l'animation, on va retirer le monofilament et on va relancer la circulation artérielle. Vous voyez que les quelques leucocytes qui avaient adhéré sur le versant artériolaire sont complètement lavés par le torrent artériel. Les seules cellules que l'on distingue encore sont sur le versant vénulaire, soumis naturellement à des flux imminemment plus lents. L'analyse des cerveaux de ces rats à la nécropsie confirme que presque aucun leucocyte n'est retrouvé dans ou autour de cette même artériole. L'extravasation des leucocytes dans le tissu cérébral s'est déroulée exclusivement dans le territoire des veines postcapillaires où l'on distingue parfaitement des grappes de cellules qui ont traversé la barrière endothéliale. Cette condition, encore une fois caractérisée par une forte activation endothéliale sur les versants artériels et vénulaires, illustre parfaitement le fait qu'il est difficile, voire impossible,
pour un leucocyte d'adhérer et d'extravaser sur un endothélium artériel, là artériolaire. Ceci est encore plus vrai, évidemment, au niveau des artères de gros et de moyen calibre, où se développent les lésions athéromateuses. Une exception peut être toutefois à noter, il s'agit des artères coronaires, car durant la systole, le flux dans les coronaires est presque nul. Il est possible que des recrutements leucocytaires puissent avoir lieu pendant les quelques 400 millisecondes que dure la systole. Fermons cette première parenthèse. Comme l'a expliqué Jean-Baptiste Michel dans le cours introductif, les forces de conductance hydraulique vont entraîner une grande partie des molécules solubles présentes dans la lumière artérielle et produites singulièrement par les cellules endothéliales vers l'extérieur de la paroi artérielle. Et ceci peut impacter les cellules musculaires lisses qui sont présentes dans la média. C'est sans doute l'un des moteurs principaux, notamment via le PDGF, qui va entraîner le changement de phénotype des cellules musculaires lisses de la média. Depuis un phénotype initialement contractile, quiescent, sous l'influence de ces facteurs endothéliaux, les cellules musculaires lisses vont pouvoir adopter leur phénotype. Elles sont donc initialement contractiles, elles sont peu mobiles et elles se divisent très peu, mais elles vont devenir prolifératives, angiogéniques, migratoires, potentiellement phagocytaires. Elles vont également devenir organisatrices de la réponse immunitaire adventitielle. Nous reviendrons sur certains de ces phénotypes plus loin dans le cours. Et donc, la cellule musculaire lisse est également capable d'alerter les cellules du système immunitaire. Elle est capable de produire des chymokines et elle est capable également de produire des protéines d'adhérence sans qu'on sache véritablement à quoi ça peut lui servir. Elle peut notamment exprimer VCAM1 pour Vascular Adhesion Molecule 1. C'est une molécule d'adhérence qui interagit avec VLA4 et qui est exprimée par de nombreux leucocytes. Et dans les territoires vasculaires athéromateux, les cellules musculaires lisses produisent cette molécule depuis la média, alors même que cette couche vasculaire est pratiquement étanche à tout trafic leucocytaire. Les cellules musculaires lisses sont également capables de phagocytose. Et une partie importante des cellules spumeuses que l'on trouve dans la lésion qui forme la lésion initiale, ce qu'on appelle la stridipite ou la fatty streak, sont des cellules musculaires lisses en fait, ayant internalisé une grande quantité de lipides. Ouvrons une nouvelle parenthèse pour voir dans le détail les expériences récentes qui ont permis de démontrer cela. Ce travail a été réalisé dans le groupe de Suzanne et Robert Feil à l'université de Tübingen. Ces chercheurs ont tout d'abord généré une souche de souris chez lesquelles le gène codant la recombinase ERT2 est sous le contrôle d'un promoteur relativement spécifique de la cellule musculaire lisse, le promoteur de la transgéline SM22-alpha. Cette recombinase, symbolisée ici par des ciseaux brisés, n'est cependant pas directement fonctionnelle. Ces fonctions peuvent être restaurées par le tamoxifène. La recombinase peut alors faire sauter une séquence qui a été introduite chez cette souris sur un second promoteur, le promoteur ROSA26. Si cette séquence n'est pas excisée, le promoteur ne fonctionne pas. Or, ce promoteur contrôle l'expression d'un gène rapporteur. Donc, en absence de tamoxifène, les cellules ne recombinent pas leur promoteur, le gène rapporteur n'est pas exprimé. Si cette séquence est en revanche excisée par la recombinase, le promoteur fonctionnera de façon constitutive dans n'importe quelle cellule. Donc si on résume, le gène rapporteur permet de visualiser des cellules qui expriment ou qui ont exprimé la crée ERT2. Qui expriment ou qui ont exprimé. En effet, comme la modification touche l'ADN génomique, il suffit que la recombinase clive la séquence inhibitrice du promoteur ROSA26 une seule fois pour que cette cellule et sa progénie gardent la trace de cette expression. L'expression du gène rapporteur signe donc le fait que cette cellule est ou a été une cellule musculaire lisse à un moment ou à un autre. Ces expériences sont dites expériences de fate mapping. Il s'agit d'expériences où le destin cellulaire peut être suivi. Enfin, ces diverses constructions moléculaires ont été réalisées chez des souris déficientes en apolipoprotéine E, ApoE-KO. Il s'agit de souris constitutivement hypercholestérolémiques qui développent des lésions athéromateuses. Alors ces souris ont tout d'abord été traitées pendant 5 jours avec le tamoxifène
Et pendant cette période, la recombinase exprimée par les cellules musculaires lisses a pu fonctionner et activer l'expression du gène rapporteur. Et 2 semaines plus tard, 2 semaines après le traitement par le tamoxifène, les aortes ont été analysées et les chercheurs ont estimé qu'environ 10% du contingent des cellules musculaires lisses de la média au niveau aortique exprimait le gène rapporteur, visualisé ici en bleu. Les chercheurs ont répété cette expérience, mais cette fois-ci, ils ont attendu 52 semaines afin de laisser les lésions athéromateuses se développer. Et comme on peut le voir ici, c'est absolument frappant, des parties entières de la lésion expriment le gène rapporteur. Les cellules qui composent ces secteurs lésionnels sont par conséquent issues de cellules musculaires lisses. L'analyse histologique précise de ces lésions nous révèle des choses très intéressantes. Elle montre que les cellules bleues, donc des cellules qui sont encore des cellules musculaires lisses, n'expriment pourtant plus l'alpha-smooth actine, un marqueur classique pour identifier les cellules musculaires lisses, mais elles expriment MAC2. MAC2 est une intégrine qui est utilisée pour marquer classiquement les monocytes et les macrophages. Et elles expriment également le CD68 qui est lui aussi couramment utilisé pour marquer les macrophages. Enfin, un marquage des LDL oxydés indique que ces cellules sont devenues des cellules spumeuses. Autrement dit, sans cette expérience de fat mapping, ces cellules auraient été identifiées comme étant des macrophages, des cellules exprimant CD68, MAC2, mais n'exprimant pas l'alpha-SMA. Classiquement, on aurait dit qu'il s'agit de macrophages spumeux. Et en aucun cas, on aurait pensé qu'il s'agissait de cellules musculaires lisses. Le groupe de Gary Owens à Charlottesville a réalisé des expériences très similaires, si ce n'est que le promoteur utilisé pour ces expériences, pour contrôler l'expression de la recombinase ERT2, était celui de la chaîne lourde de la chaîne de myosine MYH11, là encore très spécifique de la cellule musculaire lisse. Cette fois, les chercheurs sont parvenus à avoir le gène rapporteur exprimé par la presque totalité des cellules musculaires lisses après 10 jours de traitement par le tamoxifène, puisque 95% des cellules musculaires lisses de la média aortique étaient taguées et exprimaient le gène rapporteur qui est différent. Ici, c'est un gène fluorescent YFP. Et après 18 semaines de régime en cholestérol, ils ont de nouveau observé que dans la lésion, des cellules exprimant le gène rapporteur n'exprimaient plus les marqueurs de cellules musculaires lisses, ici acte 2, mais exprimaient des marqueurs de macrophages, ici, là, L-gal S3 pour lectine galactoside binding soluble protein 3, qui est un marqueur des macrophages. Grâce à ce second modèle, ils ont pu montrer que 80% des cellules musculaires lisses présentes dans la lésion perdent leur marqueur phénotypique de cellules musculaires lisses et que 30% des cellules lésionnelles dérivent des cellules musculaires lisses. Ces expériences de fate mapping indiquent donc que les cellules musculaires lisses et leur reprogrammation jouent un rôle central dans la plaque d'athérome. Dans la même veine, nous avons récemment montré que la transformation spumeuse de la cellule musculaire lisse peut être liée à sa capacité à internaliser des globules rouges qui pourraient passer la barrière endothéliale dans des zones de flux où l'intégrité de la barrière endothéliale est compromise. Ces expériences in vitro ont consisté à placer des cellules musculaires lisses primaires humaines en contact avec des globules rouges sénescents ou frais. Après 3 jours, la plupart des globules rouges ont disparu de la culture et on observe que les globules rouges sénescents, qui sont marqués en rouge grâce à un anticorps dirigé contre la glycophorine 1, spécifique des globules rouges, on constate donc que ces globules rouges sénescents ont été internalisés par les cellules musculaires lisses, lesquelles, au passage, expriment le CD68, comme vous pouvez le voir ici. Une glycoprotéine transmembranaire, encore une fois, étroitement associée aux lysosomes et aux endosomes et exprimée à la surface des cellules qui interagissent avec les lectines. En fait, cette molécule marque fortement les cellules qui sont capables de phagocytose et non pas seulement les macrophages, mais également les cellules musculaires lisses si ces dernières acquièrent des capacités phagocytaires. De façon intéressante, nous avons montré que cette érythrophagocytose, cette capacité à internaliser des globules rouges, visualisée ici par une autre technique où ce sont les dépôts de fer intracellulaires qui sont détectés. Vous voyez cette image ici en bas à droite.
que cette érythrophagocytose augmente le stress oxydant intracellulaire qu'on analyse ici par la mesure des espèces réactives de l'oxygène, les ROS. Elle entraîne l'accumulation de lipides intracellulaires et promeut la transformation spumeuse détectée ici par marquage à l'huile rouge eau. Ces expériences in vitro, je n'ai pas le temps de vous les montrer, ont été confirmées également in vivo. En plus des cellules stromales dont je viens de parler, des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses, les vaisseaux disposent de cellules immunitaires pour assurer leur protection. En effet, plusieurs travaux ont montré que des populations de cellules macrophagiques et dendritiques résident dans les vaisseaux normaux. On doit la découverte de ces cellules à Yuri Bobrichev, qui en a fait une description absolument remarquable dans les années 90. Ces cellules myéloïdes résident dans des vaisseaux normaux et sont présentes dans l'adventisme, mais surtout dans l'intima des vaisseaux, dans la couche la plus interne des vaisseaux. Ces travaux pionniers ont été repris et confirmés plus tard. Aussi plus tard furent découvertes des populations de lymphocytes T et de mastocytes, mais cette fois surtout sur le versant adventiciel. Et enfin, des travaux récents suggèrent qu'au cours de la formation de la plaque d'athérome, des cellules myéloïdes localisées sur le versant intimal des vaisseaux peuvent entrer en prolifération et contribuer au contingent des cellules spumeuses. Donc on a vu tout à l'heure que les cellules musculaires lisses peuvent devenir des cellules spumeuses, mais il est vraisemblable que certaines cellules ici sur le versant intimal d'origine myéloïde peuvent également contribuer au pool de cellules spumeuses intimales dans les stades les plus précoces de la maladie. Voyons un petit peu comment il a été démontré que ces cellules myéloïdes peuvent entrer en prolifération et contribuer au contingent de cellules spumeuses de l'intima. Dans cette étude, une expérience de parabiose a été effectuée avec des souris à POE qui, je vous le rappelle, du fait de leur hypercholestérolémie constitutive, développent des lésions athéromateuses. L'expérience de parabiose a été réalisée entre souris ayant un marqueur clonotypique CD45.1 en rouge pour l'un des partenaires et CD45.2 pour l'autre partenaire. Au cours de la parabiose, des communications sanguines se mettent en place et on assiste à un mélange des deux compartiments sanguins. Après avoir placé ces animaux en parabiose, les chercheurs ont injecté du BRDU pendant 4 semaines. Le BRDU, c'est un analogue de la thymidine qui s'intègre dans les cellules en division. Les chercheurs se sont alors concentrés sur les cellules F480 dans les deux partenaires. Ici, on regarde le partenaire CD45.1 et ces cellules F480 sont vraisemblablement des macrophages et ils ont étudié seulement ceux ayant intégré le BRDU, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en prolifération durant les 4 semaines de cette expérience. Ils ont analysé ces cellules tout d'abord dans le compartiment sanguin. Grâce aux marqueurs clonotypiques, on est en mesure de savoir si les macrophages analysés proviennent de l'un ou de l'autre des partenaires. Ils voient, et c'est classique dans ce genre d'expérience, que 30% et non 50% des macrophages circulants qui ont proliféré chez cette souris CD45.1 proviennent en fait des souris CD45.2. C'est ces 30%-là. De façon remarquable, dans l'artère athéromateuse de ces souris, presque aucune cellule CD45.2 bleue en prolifération n'est détectée. Seules des cellules CD45.1 sont détectées. La seule explication possible de ces expériences est qu'il n'y a eu, pendant les 4 semaines de suivi, presque aucun recrutement leucocytaire dans les lésions aortiques. L'expansion de la taille des lésions et du contingent macrophagique intraplaque n'était donc imputable qu'à la prolifération des macrophages déjà présents dans le vaisseau. Ceci renforce ce que nous avons dit précédemment sur le fait que le recrutement leucocytaire sur le versant intimal est extrêmement difficile, voire impossible. Et si on fait la somme de ces expériences avec celles concernant le fate mapping des cellules musculaires lisses que je vous ai présenté avant, on aboutit à une seule conclusion, c'est que le recrutement leucocytaire sur le versant artériel est anecdotique. Les cellules présentes dans la lésion intimale sont issues de la prolifération des cellules myéloïdes résidentes et des cellules musculaires lisses qui migrent depuis la média jusqu'à l'intima. Continuons à explorer les autres systèmes d'immunosurveillance en nous enfonçant davantage dans les profondeurs de l'artère jusqu'à l'adventice. L'adventice a longtemps été considéré comme la moins noble des 3 couches artérielles.
Il s'agit d'une couche d'une grande complexité, qui est riche en collagène, en fibroblastes, en terminaisons nerveuses sympathiques, qui sont importantes pour assurer une stimulation tonique continue des cellules d'un média. Elle est également parcourue par un système artériolaire et capillaire qui joue un rôle nourricier pour les couches les plus externes des artères de gros et de moyen calibre. Enfin, elle dispose d'un système de drainage lymphatique. Au total, cette couche est sans doute la plus complexe des 3 couches artérielles. En conditions pathologiques, cette couche est profondément remodelée. On peut voir cette couche se fibroser, se contracter ou au contraire se distendre. Elle peut être le siège d'une intense angiogénèse et lymphangiogénèse, et nous avons récemment montré qu'elle peut héberger dans les stades avancés d'athérome des amas lymphoïdes organisés en organes lymphoïdes tertiaires qu'on appelle aussi des TLO pour Tertiary Lymphoid Organs. Sur cette coupe d'une aorte humaine athérothrombotique, on aperçoit plusieurs de ces amas lymphoïdes qui sont contigus ici. Il s'agit d'une coloration à l'hématoxyline et eosine, mais ne vous méprenez pas sur la forme qu'adopte cette artère où la concavité s'inverse lors de la préparation. C'est illustré ici. Le versant luminal sanguin est en haut ici et le versant adventitiel est en bas. Si on analyse de plus près l'un de ces amas lymphoïdes par immunohistochimie, on note tout d'abord sur un marquage nucléaire au DAPI un amas de cellules avec un phénotype lymphoïde. L'utilisation d'un anticorps dirigé contre le CD3 révèle que certaines de ces cellules sont des lymphocytes T. Et un marquage avec un anticorps dirigé contre le CD20 montre qu'une autre partie de ce même amas lymphoïde est composée de lymphocytes B. En superposant les marquages, on se rend compte d'un haut niveau de compartimentalisation de la zone B et de la zone T. Cette compartimentalisation entre zone T et B évoque évidemment l'organisation dans les organes lymphoïdes secondaires. En effet, dans les organes lymphoïdes secondaires, les zones T et B, zone T ici, zone B ici, sont clairement ségrégées, et cela grâce à des gradients chémokiniques. CXCL13 est particulièrement présente dans la zone B car cette chémokine attire les lymphocytes B qui expriment constitutivement CXCR5, le récepteur de CXCL13. CCL19 et CCL21 sont enrichis dans la zone T. Ces chémokines attirent les lymphocytes T et les cellules dendritiques qui expriment CCR7, le récepteur de ces 2 chémokines de la zone T. À l'instar des organes lymphoïdes secondaires, la compartimentalisation des TLO adventitiels est due à des gradients chémokiniques. Ici, c'est le marquage CXCL13 qui est montré et qui est étroitement lié à la zone où les lymphocytes B s'accumulent. Il en va de même pour la zone T, même si ce n'est pas montré ici, où on trouve CCL21. Dans les organes lymphoïdes secondaires, les lymphocytes B peuvent proliférer grâce à la présence de cellules tout à fait particulières qu'on appelle les cellules folliculaires dendritiques ou FDC. Attention, ces FDC n'ont rien à voir avec les cellules dendritiques. Il s'agit de cellules stromales des ganglions qui ne sont pas d'origine hématopoïétique. Elles tiennent leur fonction, ces FDC, du fait de leur expression élevée de récepteurs au complément, et notamment le CD21, et de récepteurs de la partie FC des immunoglobulines. Cela leur permet de capturer des antigènes opsonisés et de les présenter aux lymphocytes B afin qu'ils puissent, ces lymphocytes B, tester leur immunoglobuline durant la phase qu'on appelle la phase d'hypermutation somatique. C'est une phase absolument essentielle à l'issue de laquelle les clones de lymphocytes B, ayant la plus forte affinité pour l'antigène, sortent vainqueurs de la compétition et entrent en expansion. De façon remarquable, les TLO adventitiels hébergent également des cellules folliculaires dendritiques CD21 positifs. On voit ici un TLO adventitiel avec un amas de lymphocytes B, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et si on fait un marquage de ce même îlot lymphoïde avec un anticorps qui reconnaît le CD21 et qui permet donc d'identifier les FDC, on se rend compte que ce noyau de lymphocytes B ici est au centre de ce noyau de lymphocytes B est logé tout un réseau de cellules folliculaires dendritiques CD21
positif. Si on superpose les deux marquages, on se rend bien compte de la présence de LDC au cœur même du télo adventitiel. Par ailleurs, ces télos adventitiels disposent d'un drainage lymphatique, mais qui diffère de celui qui est associé aux organes lymphoïdes secondaires. En effet, les ganglions, les organes lymphoïdes secondaires, sont encapsulés par une double couche de cellules endothéliales qui est symbolisée ici en vert. Il s'agit de cellules endothéliales lymphatiques qui expriment la podoplanine. Si on trouve bien des cellules lymphatiques à proximité et autour des TLO, elles ne les encapsulent jamais complètement, comme c'est le cas au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Donc la superposition de tous ces derniers marquages révèle la très grande complexité de ces structures lymphoïdes. Mais ce n'est pas tout. Pour en faire des structures lymphoïdes fonctionnelles, il leur faut un système d'irrigation sanguine. Les ganglions lymphatiques disposent d'un système très efficace pour recruter les lymphocytes naïfs qui expriment la sélectine CD62L. En effet, les vénules postcapillaires des vaisseaux qui irriguent les ganglions lymphatiques sont tapissées de cellules endothéliales pavimenteuses, cuboïdes, hautes. On les appelle, ces vénules, des HEV pour High Endothelial Vénules. Les cellules endothéliales des HEV, qui sont symbolisées ici, expriment de façon très spécifique PNAD pour Peripheral Node Addressing. Le PNAD est en fait composé de glycans fucosylés qui peuvent interagir avec le CD62L des lymphocytes qui doivent être recrutés à cet endroit-là. Les HEV sont donc des vaisseaux qui jouent un rôle capital dans la fonction des ganglions. On voit sur ce marquage de PNAD réalisé sur un TLO adventitiel une forte expression sur des structures en rosette. On n'est pas du tout dans un ganglion ici, on est dans l'adventice d'un vaisseau athérothrombotique. Et ici, c'est un TLO avec la présence de lymphocyte B. Si on regarde ce même champ à plus fort grossissement, aucun doute n'est laissé, nous avons bel et bien des HEV tapissés par des cellules endothéliales PNAD positifs au sein de TLO adventitiels. Enfin, les analyses en cytométrie en flux des cellules B présentes dans l'adventice des vaisseaux athéromateux démontrent que les lymphocytes B maturent localement. On note ici tout d'abord l'enrichissement très important des lymphocytes B au niveau du tissu artériel d'une artère athéromateuse humaine, comparativement à ce qui se passe dans le compartiment sanguin. Dans le compartiment sanguin, les lymphocytes B représentent entre 5 et 10% des cellules circulantes. Ici, 30 à 40% des cellules sont des lymphocytes B. Si on analyse de façon un peu plus fine les stades de maturation de ces lymphocytes B grâce à un double marquage IgD-CD38, on se rend compte que les artères athérothrombotiques et leur adventice est enrichi en lymphocytes B des centres germinatifs, c'est-à-dire que cela signe cette identification phénotypique, le fait qu'une réponse B locale mature localement dans les artères athérothrombotiques. Au final, les analyses que nous avons menées dans notre propre équipe, mais pas que dans notre équipe, le groupe d'adresse à Benicht en Allemagne, ont permis de montrer une microarchitecture extrêmement complexe au sein de ces organes lymphoïdes tertiaires, qui ont tous les attributs pour permettre un dialogue entre lymphocyte T et lymphocyte B, et qui conduisent ces lymphocytes B à maturer localement. Ces structures sont en fait comme des petits ganglions lymphatiques monofolliculaires. Il s'agit de véritables centres germinatifs, mais qui se développent de façon ectopique, c'est-à-dire en dehors des organes lymphoïdes secondaires. Évidemment, la présence de ces TLO soulève de nombreuses questions concernant les mécanismes qui président à leur formation et qui concernent leur rôle modulateur de la biologie artérielle. Produisent-ils des anticorps qui provoquent la destruction du foie, ou bien produisent-ils des anticorps qui neutralisent des composés toxiques pour le foie? Il s'agit de questions pour lesquelles nous commençons tout juste à disposer d'éléments de réponse. Tout d'abord, il a été montré que les cellules musculaires lisses de la média sont capables de jouer le rôle de cellules organisatrices du tissu lymphoïde. Les premières analyses qui ont mené à étudier le rôle des cellules musculaires lisses proviennent d'études immunohistologiques qui ont montré que les cellules musculaires lisses, en regard des lésions,
et sous-jacentes au télo adventitiel produisent en fait des chémokines homéostatiques, les mêmes dont je vous ai parlé avant. Ici, par exemple, CCL21. Ici, CXCL13, une puissante chémokine pour les lymphocytes B. CCL19, ici encore. Des études complémentaires, que je n'aurai pas le temps de détailler ici, ont permis de montrer que le micro-environnement inflammatoire des lésions athéromateuses peut transformer le phénotype des cellules musculaires lisses vasculaires et les transformer en véritables cellules organisatrices du tissu lymphoïde dans la partie adventitielle. Ceci illustre parfaitement la communication et l'intégration des signaux de façon centrifuge, selon le schéma présenté par Jean-Baptiste Michel dans son cours introductif. Des signaux de la lésion intimale sont intégrés dans la média, ont une conséquence sur le remodelage et la biologie de l'adventice. Ceci permet finalement de comprendre qu'il était assez naturel que les processus immunitaires se concentrent dans la partie adventitielle et où l'on dispose de tout ce qu'il faut. On dispose des capillaires sanguins qui permettent un recrutement efficace des effecteurs immunitaires, un drainage lymphatique totalement absent sur le versant luminal, de la convection de molécules d'origine plasmatique ou produites par les cellules stromales vasculaires ayant détecté des signes de danger, et de la convection des antigènes, du soie modifié, d'autres antigènes, permettant une maturation locale de la réponse immunitaire. Il est logique de se demander si ces événements adventitiels vont avoir une répercussion centripète, c'est-à-dire sur la lésion intimale. Là encore, par manque de temps, je ne pourrais pas détailler les données obtenues dans les modèles murins qui ont permis de montrer que les réponses immunitaires locales générées dans l'adventice sont sans doute pro-athérogènes et accélèrent le développement de la maladie. De plus, ces structures, associées à une forte angiogénèse sur le versant adventitiel, qui est ici sur cette image, pourraient contribuer à la croissance des vaisseaux partant de l'adventice, traversant la média et allant vers la plaque. Dans les stades avancés de la maladie athérothrombotique, ces vaisseaux d'origine adventitielle pourraient être des vecteurs d'entrée très efficaces pour les effecteurs immunitaires, beaucoup plus efficaces qu'une entrée par le versant endothélial artériel ici. Et en effet, nous sommes ici dans des régimes sanguins capillaires adaptés pour la diapédèse. De plus, de nombreux travaux ont montré que ces vaisseaux intraplaques étaient très perméables, voire liquides, c'est-à-dire qu'ils permettent la fuite de composés sanguins, y compris de globules rouges, et qui sont de ce fait incriminés dans les phénomènes d'hémorragie intraplaque. Cette angiogénèse transpariétale d'origine adventitielle est sans doute facilitée par la production de facteurs angiogéniques par les cellules musculaires lisses de la média. En effet, dans un travail de 2011, le groupe de Benoît Autinoé, au sein de l'unité INSERM U1148, a montré que le traitement des cellules musculaires lisses avec des LDL oxydés leur faisait produire du VEGF-A. Et leur potentiel angiogénique ainsi acquis a été démontré en ensemençant ici des matrigelles et en les implantant, ces matrigelles, en sous-cutané chez la souris. Et comme vous le voyez ici à l'œil nu, une très forte angiogénèse était notée. On pouvait le mesurer ici par la teneur en hémoglobine dans les matrigelles, si les cellules musculaires lisses avaient été traitées au préalable avec des LDL oxydés. Alors, que retenir de ce tour d'horizon? Pour résumer, la réponse immuno-inflammatoire prenant place dans les vaisseaux suit les mêmes schémas que dans n'importe quel autre tissu. Il faut cependant replacer ces mécanismes dans un contexte particulier, celui du vaisseau artériel. Même si la lésion qui pose des problèmes cliniques est intimale, ici sur ce versant, il est de plus en plus clair que les autres couches artérielles jouent un rôle capital et c'est notamment dans l'adventice que la réponse immunitaire est concentrée et c'est dans cette couche qu'elle est orchestrée, cette réponse immunitaire. On peut noter que les revues les plus récentes décrivent davantage ces processus transpariétaux et donnent une place plus large à l'adventice en omettant désormais de faire figurer comme élément central la diapédèse sur le versant luminal qui, vous l'avez compris, est sans doute anecdotique. Au final, quel est l'impact de ces réponses immuno-inflammatoires?
Dans la quête d'une réponse à cette question, il faut d'abord se rappeler que la réponse immuno-inflammatoire est réactionnelle à une agression vasculaire. Par essence, cette réponse tente de répondre à l'agression en vue d'éliminer l'agent agresseur. C'est une réponse qui tente de garantir l'intégrité de nos tissus et qui est donc protectrice dans ses intentions. Si elle est efficace et que tout se passe bien, la réponse innée va se résoudre et permettre un retour à l'homéostasie tissulaire après élimination de l'agresseur. Cependant, selon la nature de ce qui est perçu comme agresseur et de la persistance de l'agression, de sa chronicité, cette réponse protectrice peut devenir autodestructrice. En effet, les effecteurs moléculaires qui sont produits par les cellules de l'immunité innée peuvent conduire à la détertion des tissus vasculaires. Et on pense ici en premier lieu, naturellement, aux puissantes protéases dont disposent par exemple les neutrophiles. Il en va de même pour les réponses adaptatives. Il est vraisemblable que selon la nature des antigènes reconnus, ces réponses peuvent contribuer à détoxifier le tissu vasculaire. Par exemple, les anticorps anti-OX-LDL pourraient être en mesure de neutraliser et d'entraîner l'élimination des LDL oxydés qui sont très cytotoxiques. Mais laissons des réponses adaptatives auto-immunes se développer contre des composés du soi natifs, et cette fois cette réponse devient autodestructrice. Il découle de cette vision que contrôler les réponses immunitaires pour moduler la progression de la pathologie athérothrombotique dans une perspective thérapeutique devra passer non pas par leur inhibition pure et simple, ce qui ferait perdre les réponses protectrices aussi, mais devra passer plutôt par des stratégies permettant leur orientation vers leur versant résolutif et protecteur.